Bonjour, merci à toutes et tous de vous joindre nombreuses à nous ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yves Maigret, l'un des 16 associés et directeurs associés de Valtus en France. Cher Fabrice, un grand merci tout d'abord d'avoir quitté tes terres natives du Hainaut pour être avec nous ce matin. Merci de venir partager ta passion pour l'innovation que tu as chevillée au corps depuis toujours. Ingénieur chimiste de Strasbourg, docteur en sciences, chimie et environnement, tu as débuté ta carrière au sein du groupe Veolia en faisant tes classes au réputé CRID, Centre de recherche pour l'environnement, l'énergie et le déchet. Tu as ensuite rapidement déployé tes talents scientifiques et techniques au bénéfice de plusieurs entités de SARP Veolia en qualité de directeur général de filiale avant de te voir confier la direction technique de l'ensemble de cette business unit. C'est là que nous avons eu le plaisir de collaborer quelques années durant. Chez Ecopure, déjà, tu transformais les boues d'assainissement en or. Chez Ecogras, les huiles alimentaires usagées en biocarburant. Après 19 ans chez Veolia, tu as rejoint Orège, start-up spécialisée dans le traitement des boues d'assainissement. Enfin, il y a 5 ans, tu as été nommé président exécutif de la SAT Nord, véritable valorisateur de la recherche. J'avais repris en guise de teaser à cette invitation le mantra de la fin des années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, faisait part il y a quelques jours dans une tribune de sa conviction que la bataille de l'innovation compte parmi les plus impérieuses pour notre pays, afin de faire face aux nombreux défis énergétiques, écologiques, entre autres, qui se posent à nous, et œuvrer à la réindustrialisation de la France. Cher Fabrice, confie-nous, s'il te plaît, quelle est, selon toi, la pierre philosophale pour transmuter, afin de recourir au vocabulaire scientifique, des inventions en innovation. Explique-nous, Fabrice, comment faire fructifier cette richesse made in France au profit d'entreprises hexagonales et éviter qu'elle nous échappe. Aux participants, clients et managers qui sont avec nous ce matin, je vous rappelle que le format du webinaire se veut volontairement interactif. Sachez que vous pouvez poser vos questions à Fabrice via l'onglet « Questions » et je m'en ferai, dans toute la mesure du temps imparti, le relais auprès de lui. Le support de ce webinaire Valtus sera adressé à l'ensemble des participants. Ce webinaire, sachez-le aussi, est enregistré et sera disponible dès demain sur YouTube. N'hésitez pas à le revoir et mieux encore, à le recommander et à le relayer. Fabrice, nous sommes tout oui. Merci beaucoup Yves, merci de cette invitation, merci à la Société Valtus de me permettre de prendre la parole pour ce sujet passionnant qui est la recherche levier de souveraineté économique de la France. Je suis chimiste, je n'ai pas des talents d'alchimiste pour transformer la recherche en or, mais cependant, je vais essayer aujourd'hui de pouvoir vous donner quelques informations et quelques visions sur effectivement ce que la recherche publique est aujourd'hui, comment effectivement sur ce sujet qui est brûlant, celui de la réindustrialisation, elle peut y contribuer fortement effectivement pour nos sociétés effectivement et l'économie française. Donc, je vais aujourd'hui parler invention et innovation. On va commencer par quelques définitions, juste pour faire un petit rappel par rapport à ces 3 points. Qu'est-ce que c'est que l'invention? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Alors, l'invention, c'est au départ créer des solutions nouvelles pour répondre à des problèmes nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une idée et on essaie de créer des solutions nouvelles. Par contre,
cette invention, si elle ne se traduit pas par, effectivement, derrière un marché d'application, elle ne sert à rien, elle ne permet pas d'aller et de s'accomplir. Et donc, en fait, il faut définir l'innovation comme une invention qui a pu trouver son marché, c'est-à-dire qui crée de la valeur et pour laquelle on a des clients qui acceptent au final de payer. Pardon de cette traduction un petit peu vénale, mais l'idée, c'est qu'au bout du compte, une innovation trouve effectivement sa place. Et quant à la valorisation de la recherche, et la valorisation de la recherche publique, valoriser, c'est véritablement rendre commercialisable, utilisable, effectivement, les inventions et les compétences de la recherche. Voilà quelques notions clés qui me paraît important de souligner pour éviter de confondre les deux termes. Et on va voir de quelle façon, effectivement, ce sont deux notions importantes qu'il faut avoir en tête. Alors, l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. Voilà deux détails sur la partie innovation. L'innovation incrémentale, c'est quand on progresse légèrement sur d'un point à un autre. C'est une amélioration continue qui permet de partir de ce qui existe déjà vers quelque chose qui s'améliore, sur lequel le risque d'innovation est finalement faible parce que on est déjà sur quelque chose qui existe, sur lequel on améliore les choses. L'innovation de rupture, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation de rupture, alors on cite souvent Schumpeter dans ce qu'on appelle la destruction créatrice, c'est la création de nouvelles technologies radicales qui viennent détruire les précédentes et les remplacer. Et c'est là par lequel, effectivement, on se retrouve avec parfois des sociétés, même des grands groupes, qui se retrouvent réduits à effectivement, parfois la faillite, parce qu'elles se voient, entre guillemets, disruptées par des startups qui développent des nouvelles technologies, qui, à un moment donné, se développent, se répandent et viennent finalement rendre obsolescents, effectivement, les technologies de ces grands groupes. Donc, il y a un risque, par contre, beaucoup plus élevé pour que ces innovations de rupture trouvent leur marché. C'est un processus qui peut être long et qui peut être coûteux. Et donc, quand on est dans l'innovation de rupture, quand on parle d'inventions complètement nouvelles qui viennent de la recherche, ce qui n'est pas évident, c'est justement ça, c'est de dire comment cette invention qui sort, par exemple, d'un laboratoire, va pouvoir trouver sa place sur le marché. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, il va falloir se dire de quelle façon, effectivement, ça peut répondre à un besoin, soit un besoin existant, soit un besoin qui n'est pas forcément aujourd'hui tout à fait prégnant dans la tête des entreprises, mais qui peut devenir à un moment. Donc, quel marché d'application, qui peuvent être les utilisateurs potentiels, et au bout de la chaîne, et quel business model mettre en place. Alors, j'ai proposé de mettre en place tout de suite un exemple, effectivement, pour qualifier ce que ça peut être une innovation de rupture, avec un projet que j'aime bien prendre en exemple régulièrement, qui vient d'une invention qui a été trouvée entre deux chercheurs. Une chercheuse lilloise qui s'appelle Sabine Suneritz, un laboratoire lillois qui s'appelle l'IUMN, laboratoire Université Lille-CNRS, et un chercheur marseillais de l'Université Aix-Marseille, qui ensemble, pendant le Covid, alors que le laboratoire était fermé, ont discuté ensemble pour dire qu'est-ce qu'on pourrait contribuer pour faire en sorte qu'effectivement on puisse mesurer plus facilement le Covid et au-delà de ça, d'autres maladies infectieuses. Et ils ont une idée intéressante de dire on va essayer de développer un test simple, rapide, portable, qui pourra même se faire mettre sur un téléphone portable, justement, avec un potentiostat, une sorte de petite clé USB qui se mettrait dans le téléphone et sur lequel on irait introduire une languette imprégnée de salive et qui permettrait directement de savoir si on est atteint du Covid ou pas. Voilà. Donc c'est une innovation de rupture au sens où quelque chose qui ne préexistait pas, qui vient facilement remplacer ou venir compléter les tests PCR et autres, et qui vient peut-être demain, dans une perspective lointaine, imaginer que tout un chacun pourra acheter en pharmacie sa petite languette, faire son test et savoir si on est directement malade du Covid ou d'une grippe saisonnière. Donc c'est typique d'une innovation de rupture. Aujourd'hui, la technologie est en train de se développer et on espère créer une start-up l'année prochaine. Voilà un exemple précis d'une innovation de rupture. Un autre exemple qui illustre en fait parfois la difficulté qu'on peut avoir pour trouver le marché. Alors, on part d'une technologie nouvelle, une invention qui vient d'un laboratoire également lillois, qui vise à pouvoir avoir des pinces qui permettent de manipuler des objets qui sont au milliardième de mètre. C'est-à-dire qu'on est à un 100 millième en dessous de la taille d'un cheveu. Donc, c'est des particules extrêmement petites, quasiment, vraiment de la taille d'un milliardième de mètre. Mais la question qu'on s'est posée quand on a vu cette invention qui nous était proposée par les chercheurs, c'est que peut-on en faire? Quelles sont les applications pratiques qu'on peut trouver derrière tout cela? Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure du tâtonnement stratégique. Que peut-on faire? Microscope, circuit imprimé, microfluidique, santé. Et finalement, à force de temps qu'on a pu passer, on a trouvé une application qui est celle du traitement des corps flottants. C'est une application en santé. Avec l'âge, nous avons le vitré de l'œil qui devient
qui s'affaissent, on peut avoir des opacités qui peuvent se produire devant les yeux, et on a des particules qui se baladent sur le champ optique. Donc l'idée du développement de la technologie, c'est de pouvoir, de façon non invasive, par rapport à des technologies qui existent sur les technologies laser qui peuvent avoir des effets secondaires, et bien de tout simplement déplacer ces corps qui se baladent sur le champ de vision pour les placer en dehors du champ de vie. Donc voilà typiquement une application sur laquelle il nous a fallu du temps pour passer de l'invention à l'innovation, effectivement, avec une application possible. Donc ceci est encore en développement, n'est pas encore aujourd'hui disponible dans les cabinets, mais ça sera, on l'espère, d'ici quelques années. Voilà, des exemples précis. Ça, on peut que souhaiter, parce qu'il y a quelques personnes qui sont atteintes de ce problème, effectivement. Alors, pour continuer, effectivement, parlons un peu des entreprises. Quelle est la façon dont les entreprises, effectivement, considèrent l'innovation? Je prends quelques chiffres du baromètre international de l'innovation 2024, donc tout à fait récent, qui s'intéressait, sur lesquels plus de 1000 entreprises de 17 pays ont pu donner leur point de vue sur l'innovation et de quelle façon elles le mettent en œuvre dans leur entreprise. Aujourd'hui, sur ces bases-là, 99% des entreprises déclarent qu'elles innovent, 97% même ont un budget défini pour l'innovation, ce qui est une très bonne nouvelle. L'innovation est jugée comme la deuxième priorité derrière l'efficacité opérationnelle et plus de la moitié des entreprises ont un chiffre d'affaires, une partie du chiffre d'affaires consacré de 6 à 10%. Donc ça veut dire que vraiment, évidemment ce sont des chiffres en progression, on se rend compte que l'innovation devient vraiment quelque chose de stratégique et véritablement au cœur des préoccupations des entreprises. Alors maintenant, ça vous le voyez, c'est sur 17 pays dont la France. Focalisons maintenant sur ce qui se passe dans notre beau territoire. Si on regarde de façon un peu plus fine, un petit peu par secteur, et là on se retrouve avec un comparatif, comme vous pouvez le voir, entre la France et les 5 meilleurs pays européens sur le nombre d'entreprises par secteur qui innovent. Toutes activités, on voit que la France qui est entourée, effectivement, on est un peu en dessous des meilleurs pays, Allemagne, Belgique, Estonie, Norvège. On est bien en pourcentage d'entreprises qui innovent par rapport aux autres. Quand on est le secteur manufacturier, ça se confirme également. On n'est pas en pointe aujourd'hui dans le nombre d'entreprises en pourcentage qui innovent. Donc on a par rapport à ça, de façon factuelle, ce sont des chiffres récents qui datent de 2018, effectivement, un petit déficit des entreprises qui innovent, effectivement. Alors là, on ne parle pas forcément d'innovation, on parle d'innovation au sens large. On a une histoire en France qui est très particulière, qui est celle de la désindustrialisation. On est passé en France, en 1967, d'un taux d'industrialisation de 28% à un taux de 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu près des 2/3 finalement de taux d'industrialisation en France, ce qui nous situe moitié moins par rapport à l'Allemagne et même en dessous de l'Italie. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les années 70-80, nos élites ont considéré que progressivement, la France devait devenir un pays de services dans lequel on conservait uniquement la partie conception et la partie innovation, mais qu'on devait désindustrialiser. On se rend compte qu'effectivement, à la longue, ce n'était pas forcément une vision qui est d'ailleurs ça a été révélé dans un ensemble d'articles et d'ouvrages à ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, 70-80% de la R&D dans l'industrie, c'est dans l'industrie manufacturière. À partir du moment où vous externalisez à l'étranger toute la partie industrie, vous perdez le lien direct avec l'industrie manufacturière et factuellement, derrière, vous réduisez comme la R&D. La R&D a besoin d'être en contact assez régulier avec la partie en production et donc petit à petit, on a vu se réduire la baisse de la R&D dans l'entreprise, dans l'industrie et du coup, une moindre capacité effectivement à transformer l'innovation en application industrielle. C'est un fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est de retourner effectivement vers un taux d'industrialisation croissant, de regagner ces points que nous avons perdus pendant toutes ces années. Voilà l'enjeu. Et donc, ça, je crois qu'il est particulièrement sensible, étant un homme des Hauts-de-France. Alors, qui a subi cette désindustrialisation de manière massive. De plein fouet. C'est vrai que les Hauts-de-France ont payé un lourd tribut effectivement à la désindustrialisation dans l'industrie du textile en particulier. Et aujourd'hui, justement, l'idée, c'est de réindustrialiser les Hauts-de-France. Il y a qui devient la vallée de la batterie avec des grandes gigafactories qui commencent à se réinstaller, avec derrière tout un ensemble d'activités complémentaires qui vont pouvoir se redéployer. Donc, on sent qu'il y a un vent nouveau qui est en train de se mettre en place avec une France qui est un des pays les plus attractifs. Ça, c'est la bonne nouvelle Europe. On a un des pays les plus attractifs en Europe, effectivement, par rapport à des entreprises étrangères. Bon, voilà, effectivement, un des enjeux. Et maintenant, regardons de façon un peu plus détaillée ce qui se passe au niveau de la recherche, enfin, des entreprises avec l'innovation issue de la recherche. Notre sujet d'aujourd'hui. Quand on regarde le Global Innovation Index, qui est une sorte d'indicateur global de l'innovation, la France est 11e.
en 2022, on a progressé. Nous étions plus de 15e, au-delà du 15e rang en 2019, donc on sent quand même qu'on est passé de 15e à 11e, au 11e rang, donc il y a une progression quand même qui est liée au fait qu'on a mis en place quand même une politique assez forte pour créer des startups, les développer, etc., etc. Donc ça commence à payer. Mais on reste encore 11e, donc il y a encore de la marge de progression. Si on regarde les synergies entre recherche académique et entreprise, là, on revient à un rang bien inférieur, 26e rang. On se rend compte qu'effectivement, de ce point de vue-là, on n'est pas les pays les plus collaboratifs, dans lesquels les entreprises sont les plus collaboratives avec le monde académique. Et en particulier pour les entreprises françaises qui font de l'innovation ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation ouverte? C'est quand vous êtes ouvert aux idées qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, en fait, de quelle façon, effectivement, vous tournez vers vos fournisseurs, vos sous-traitants, vos clients pour essayer d'imaginer des idées qui vont vous permettre d'innover. Et quand on regarde l'innovation ouverte française, l'open innovation, c'est l'open innovation, effectivement, en anglais, qui est plus connu sous ce terme-là. Vous voyez que la France, on est 29 seuls pour les entreprises qui font de l'innovation ouverte. La France représente 29% pour celles qui collaborent avec les universités. La Belgique est à 39, l'Allemagne 52. Donc, on voit qu'on n'a pas cette familiarité que peuvent avoir des entreprises d'autres pays avec le monde académique pour aider, effectivement, pour tirer tirer profit de tout ce que la recherche académique peut produire en termes d'invention pour en faire de l'innovation. Donc, on a un petit problème là-dessus, j'allais dire culturel. Alors, il faut peut-être essayer de trouver les raisons. Donc, pourquoi est-ce qu'effectivement on a un peu ce déficit? Pourquoi cette distance finalement entre ces deux mondes, académique et économique? D'où elle vient? À quoi elle est liée? Alors, je cite ici quelques propos qui ont été rapportés lors d'une mission qui était confiée au Sénat il y a 2 ans, qui s'appelait Transformer l'essai de l'innovation en vision de la réindustrialisation. Donc, il y a un certain nombre de témoignages qui étaient intéressants, qui ont été rapportés par différentes personnes directement impliquées. On a des entreprises qui sont un peu moins intéressées qu'à l'étranger, notamment par rapport à l'Allemagne, par rapport à la recherche technologique. On a en Allemagne un réseau qui s'appelle les Fraunhofer Institute, qui sont des instituts de recherche appliquée, il y en a plus de 80, qui sont là pour effectivement faire un travail de recherche vraiment appliqué au bénéfice des entreprises, avec 70% d'ailleurs leurs ressources, qui sont des ressources issues des contrats de collaboration privés, qui représentent plus de 25 000 personnes. C'est quand même un nombre assez consécutif. Si on compare à la recherche technologique aujourd'hui réalisée par le CEA c'est 4 000 personnes. Donc on voit qu'on a un rapport de 1 à 6 entre les moyens français et les moyens allemands. Donc on a cette approche, ces différences un peu culturelles. On a en France également un monde socio-économique qui s'est beaucoup tourné, beaucoup appuyé sur les ingénieurs des grandes écoles, j'allais dire, plutôt que par rapport aux universitaires. Donc on a aussi cette petite distance qu'on a eue factuellement, mais les choses commencent à se rattraper. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça, c'était rapporté par l'ex-président du CNRS, Alain Fuchs. On a une culture de l'innovation un peu moins forte que chez nos voisins, c'est-à-dire que nous faisons partie des pays qui ne sont pas ce qu'on appelle les early adopters par rapport aux innovations. Mais ça, c'est quelque chose de culturel qui dépasse aussi les entreprises. C'est le même français, on n'est pas forcément les plus, par rapport aux pays anglo-saxons, ceux qui vont le plus vite sur les innovations nouvelles. On est plus followers. On est plus followers, on est plus late adopters. C'est aussi, pardon, si je reste dans le franglais. Et puis on a, faut dire les choses ici un petit peu clairement, on a un paysage des acteurs de l'innovation qui n'est pas forcément facile à décrypter. Alors, si on regarde un petit peu alors vous voyez ici ce paysage, c'est un paysage qui est établi par la Cour des comptes, qui s'est entre guillemets appuyé sur la connaissance de l'ensemble des infrastructures de l'écosystème de l'innovation pour essayer de trouver, j'allais dire, une cohérence de quelle façon celles-ci s'articulent les uns avec les autres. Et il est sûr que quand on voit ce paysage foisonnant, mais finalement peu lisible, c'est pas forcément quelque chose de facile pour une entreprise à appréhender, à se dire mais par où je vais commencer. Je suis patron de PME, je suis patron d'ETI, je vois ce plat de nouilles, je me dis comment je m'en sors, quoi, à qui je m'adresse. Exactement. Donc voilà, et donc ça on se dit on va pas y aller parce que de toute façon ça va me prendre du temps, ils vont pas forcément comprendre mes besoins, mes interlocuteurs vont pas être sur la même notion de temps que la mienne, sur lequel moi j'ai besoin de réponses rapides, etc., etc. Justement, quel va être le CERFA qu'il va falloir utiliser partie du marché. Donc voilà, donc tout ça ajouté fait qu'effectivement ce paysage visible est un peu dissuasif, pas forcément encourageant. Alors bien sûr, un certain nombre de grands groupes connaissent un petit peu parce qu'ils ont des équipes de R&D qui connaissent, qui savent décrypter, qui savent à qui s'adresser. Mais mettons-nous à la place du patron de PME, c'est quand même en Haute-France notamment plus de 90% des entreprises qui n'ont pas forcément moyen d'aider. Comment les aider, comment les encourager effectivement à aller dans ce paysage de l'innovation et sur la recherche publique qui est effectivement relativement complexe. Donc voilà, côté recherche, on va
pas dire que c'est uniquement les entreprises qui sont en faute, finalement, par rapport à cette distance, par rapport à ce monde académique. Il y a également, et là aussi je reprends quelques points clés qui sont issus de cette mission du Sénat, quelques points clés qui font qu'aujourd'hui, il y a encore, entre guillemets, une difficulté ou encore du progrès à faire, je dirais ça comme ça, pour en faire qu'il y ait plus de recherche qui deviennent de la recherche appliquée, qui deviennent une recherche au bénéfice des entreprises. Aujourd'hui, un chercheur public, pour progresser dans sa carrière, et surtout, entre guillemets, valoriser, je reprends ce terme valorisation, au travers des publications qu'il réalise dans des revues de haut rang. Il y a le principe qu'on voulait adopter qui souhaitait un brevet égale une publication, c'est-à-dire que si un chercheur s'investit pour réaliser sa recherche et il y a un dépôt de brevet à la clé, ça équivaut à une publication. C'est pas encore une vraie réalité aujourd'hui. Ça progresse, mais c'est pas encore une réalité. Il y a même encore des propos, je cite effectivement d'une chercheuse CNRS qui disait le développement de brevets peut pervertir la recherche, pour vous dire à quel point dans certaines têtes de certains, il y a encore effectivement une notion pas forcément valorisante finalement de la partie valorisation de la recherche, et notamment de la partie brevetée. Pareil, dans les revues un facteur d'impact, la recherche fondamentale est un peu plus appréciée que la recherche tournée vers l'industrialisation. Ça, c'est encore un fait. Il y a encore des lourdeurs administratives qui existent liées à notre fonctionnement français avec des laboratoires multitutelles. Donc, tout ça crée de la lenteur. On a aussi le fait que, par rapport à d'autres pays, effectivement, un chercheur en France n'a pas forcément, il y a le statut de fonctionnaire qui est là, n'a pas forcément besoin, dans son fonctionnement, d'aller chercher des financements privés pour travailler pour son fonctionnement. Donc voilà, il y a un certain nombre de freins, ça commence à s'améliorer, je dis les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle la troisième mission des universités, c'est-à-dire après l'éducation à la recherche, la valorisation de la recherche, elle est de plus en plus soutenue par le financement de l'État. Elle est de plus en plus encouragée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moyens, j'y viendrai un peu plus tard, qui sont là pour faire que des chercheurs deviennent de plus en plus entrepreneurs, volontaristes, pour effectivement, à partir du fruit de leur recherche, se dire qu'est-ce que cette recherche peut apporter à la société demain, de quelle façon que je peux m'impliquer dans une start-up qui va être créée ou dans une entreprise qui va s'approprier effectivement mon savoir-faire, ma technologie, la science, pour effectivement vers ça. Donc, il y a des facteurs favorables pour effectivement continuer et accélérer ce progrès. Alors, par rapport à ça, l'innovation et l'apport de la recherche publique, qu'est-ce que c'est qu'un premier service innovant? Il faut qu'il soit nouveau, forcément. Le caractère innovant, c'est qu'il faut qu'il soit nouveau. Il faut qu'il y ait la création de valeur. Il peut être nouveau, mais s'il n'y a pas de création de valeur, s'il n'y a pas de création de valeur économique au sens où personne est intéressé par l'avoir, ça ne sert à rien. Et il faut que la nouveauté soit appropriée par ses destinataires. De quelle façon le monde académique peut y contribuer? La nouveauté, c'est les inventions des chercheurs. Ils sont là, ils produisent effectivement des inventions. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la troisième mission de l'université qui continue, qui est de plus en plus encouragée. La création de valeur, c'est à partir d'une invention, identifier les marchés d'application, et puis quand il s'agit d'une technologie, la dérisquer à un stade suffisamment fort pour qu'après, une entreprise ait envie de se l'approprier et puisse derrière l'industrialiser. Et bien évidemment, pour qu'il y ait la création de valeur durable, il faut que cette technologie puisse être protégée pour qu'effectivement l'entreprise qui a les droits d'exploitation du brevet, si c'est un brevet, mais ça peut être un logiciel, ça peut être du savoir-faire, ça peut être du secret industriel, que sur la base de cette propriété intellectuelle, elle puisse se déployer. Et donc derrière, il faut bien sûr, pour que l'appropriation se fasse, un transfert de la technologie, de l'université ou de la recherche vers l'entreprise, avec l'industrialisation de la technologie à réaliser par l'entreprise avant de la commercialiser. Donc la contribution du monde académique, elle est évidente dans l'innovation, elle est évidente à différents niveaux, de l'amont des chercheurs jusqu'à effectivement le transfert de technologie, elle est présente. La vallée de la mort de l'innovation. Voilà un point clé effectivement qui fait qu'effectivement il y a pu y avoir, et ça commence et on y a travaillé fortement. Pourquoi est-ce qu'effectivement on avait finalement peu d'innovation qui sortait du monde académique? Cette vallée de la mort, elle s'explique par la courbe que vous voyez en bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va de gauche vers la droite, c'est-à-dire du monde académique vers le monde économique, on se rend compte que au début, sur la partie amont, qui investit le plus? C'est le gouvernement, c'est les fonds publics pour financer la recherche, pour faire la recherche appliquée. Par contre, les entreprises, pour elles, c'est trop amont pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, investir pour une entreprise à des stades aussi amont de la recherche, c'est une prise de risque qu'elle ne peut pas supporter ou qu'elle peut très difficilement supporter parce qu'effectivement pour elle, c'est gage d'échecs possibles sur lesquels elle ne peut pas y aller. Donc, cette prise de conscience-là, effectivement, elle a amené effectivement à développer des phases intermédiaires qui sont effectivement le transfert de technologie avec, entre les deux, des organismes de transfert de technologie qui sont l'une des réponses pour favoriser
le fait qu'on innove en France à partir de la recherche académique, avec des organismes de transfert de technologie qui vont détecter les résultats de recherche dans les laboratoires, qui vont déployer des personnes qui vont être au contact des chercheurs pour les sensibiliser à la valorisation, aller dénicher les pépites, celles que j'écrivais tout à l'heure en disant ce qui est là est intéressant et pourrait donner lieu derrière une protection parce que c'est nouveau. En même temps, d'être au contact des entreprises, donc parler le langage des chercheurs, si vous me passez l'expression, et parler le langage des entreprises, et créer le matching entre les deux, et permettre effectivement à partir des inventions d'aller vers les entreprises à partir de démarches qu'on appelle techno-push. Et ça, c'est ce que tu fais. Alors, c'est le travail des tu fais avec tes équipes. T'as combien de personnes à la SAT-Nord ? On est 36 permanents et 25 ingénieurs qui sont dans les laboratoires pour faire ce travail très concret de développement de la technologie aux côtés du chercheur. Voilà. Donc, c'est le travail que fait la SAT-Nord et c'est le travail que font les SAT et d'autres organismes de transfert de technologie également présents en France. Il y a 13 SAT en France, hein, si 13 SAT en France, qui représentent, qui couvrent un territoire, qui sont pas concurrents parce que chacune est sur son territoire et qui représentent à peu près 80% du nombre de chercheurs publics en France. Voilà, pour donner un petit peu un ordre de grandeur. Donc, chacune, effectivement, fait ce travail-là, d'aller des chercheurs vers les entreprises et en sens inverse, d'aller à l'écoute des besoins des entreprises et d'essayer de trouver dans les laboratoires ou dans les portefeuilles de technologies dont elles disposent, une réponse à ces besoins-là, ce qu'on appelle le market pool, effectivement. Ça, c'est notre travail quotidien. Donc, ça veut dire que pour les managers, les clients qui nous écoutent, le réseau des SAT, la SAT-Nord pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, bah, c'est toi le bon interlocuteur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est à l'écoute des entreprises et à disposition des entreprises justement pour répondre à ces besoins-là. Et quand c'est une entreprise qui est basée aux Hauts-de-France, qui souhaite avoir une vision globale de l'ensemble des technologies que les SAT portent, elle se tourne vers la SAT de son territoire géographique, charge à cette SAT de voir dans son propre portefeuille et de se tourner vers les autres SAT pour revenir vers l'entreprise en disant voilà ce qu'on a. Il y a une mutualisation, hein, il n'y a pas une base de données unie, enfin, il y a un partage de toutes les innovations de l'ensemble des SAT. C'est exactement ça l'idée, c'est ce qu'on développe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'effectivement on soit pas en silo du tout, on travaille ensemble avec des personnes qui sont là pour effectivement collaborer ensemble pour répondre aux besoins de l'entreprise. On veut pas que les entreprises poussent à 13 sonnettes pour effectivement avoir des réponses à leurs besoins. Et toi, je sais, tu as aussi une responsabilité internationale dans ce réseau. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai la chance de pouvoir effectivement travailler avec au sein de la STP, qui est l'organisation européenne au sens large des organismes de transfert de technologie, dans lesquels effectivement je représente le réseau SAT, surtout pour essayer de benchmarker, voir un peu les bonnes pratiques, partager des chiffres, voir de quelle façon on peut s'améliorer nous, on peut tirer parti d'effectivement l'expérience d'autres organismes de transfert de technologie et réciproquement. Donc c'est quelque chose effectivement qui est assez intéressant, assez passionnant. Alors, justement, par rapport à cela, le programme des SAT a été créé. Alors, d'où ça vient? C'est-à-dire qu'en fait, on est en 2008. 2008, il y a cette grande crise financière qu'on a tous subie à l'époque. Et à l'époque, le président Sarkozy décide de confier à deux ex-premiers ministres, Alain Juppé et Michel Rocard, une mission. Investir l'avenir, voilà. Et ces deux ex-premiers ministres remettent après un dossier, effectivement, avec des propositions très concrètes en disant il faut qu'on change effectivement, manifestement, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui inventent et ceux qui copient. On peut basculer de l'un à l'autre. Restons du côté des inventeurs et des inventeurs qui sachent transférer derrière, après auprès des entreprises, qui a faire bénéficier. Voilà un petit peu l'une des conclusions clés de cette mission. Elle a donné lieu à quoi? À un grand emprunt. Un grand emprunt qui était là pour financer ce qu'on a appelé le programme des investissements d'avenir, visant effectivement à donner des moyens d'investissement à long terme pour pouvoir permettre de faire émerger effectivement un certain nombre de start-up, pouvoir faire émerger un certain nombre d'établissements porteurs de moyens complémentaires, etc., ce qui s'appelait le PIA 1. Et le PIA 1, c'était 37 milliards d'euros, c'est monté progressivement jusqu'à 54, donc il y a eu des dotations supplémentaires. Et les SAT font partie des outils qui ont été créés avec une dotation de 856 millions d'euros sur 10 ans, avec une mission clé, c'est vraiment transformer le potentiel de recherche publique française en innovation, en création de valeur pour les entreprises. Donc c'est très ça dont on parlait tout à l'heure, qui représente donc 165 établissements publics de recherche représentés. Et qui sont donc, là vous voyez la carte, effectivement la SAT-Nord, elle couvre le territoire des Hauts-de-France avec un pied en Champagne-Ardenne en travaillant avec l'université de Reims. Alors, il y a une question de Gonzalo. La vallée de la mort de l'innovation me fait penser au modèle proposé par Clayton Christensen pour expliquer l'innovation de rupture et la faillite des entreprises établies. Comment utiliser les mécanismes au niveau de l'Union européenne pour financer ce gap?
Alors, ça c'est une très très bonne question. Effectivement, Christensen, c'est un des grands penseurs de l'innovation de rupture et qui a pu démontrer effectivement comment les grands groupes étaient en faillite parfois par rapport à des startups disruptives qui venaient, ce que je disais tout à l'heure, effectivement inonder le marché. En fait, ce qu'il faut faire, enfin voilà, alors j'ai pas la martingale par rapport à ça à nouveau, mais ce qui paraît nécessaire de faire, c'est de faire en sorte qu'effectivement ces pépites qui viennent des laboratoires, qui peuvent donner lieu derrière à des startups, puissent être accompagnés dans la durée. C'est ça qui est important. Nous avons la chance d'être dans un pays qui finance avec de l'argent public le dérisquage à des stades très amont de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent dont bénéficient les SAT, avant même l'argent dont bénéficient les laboratoires de recherche, mais l'argent est là pour dérisquer les technologies. Mais arrivé à un stade, les SAT transfèrent leur technologie auprès des startups qui restent encore fragiles à des stades relativement amont. Et ce qu'il faut véritablement, et c'est ce qui est en train de se développer, mais il faut que ça aille encore plus vite, c'est financer de façon plus importante, notamment les startups industrielles, de manière à ce qu'elles deviennent demain nos champions industriels français. Donc en fait, ça peut se faire au niveau français, mais ça doit se faire aussi au niveau européen, parce que les Américains ont la capacité, avec des fonds importants, de pouvoir financer à échelle très très importante des développements. Il faut qu'au niveau de l'Europe, on arrive à trouver ces mécanismes de financement. Très ça, bien. C'est important. Merci. Alors, quelques étapes, en fait. Qu'est-ce que c'est que dans le transfert des technologies? C'est pour simplement rentrer un peu dans le cœur du métier. Premier point super important, c'est la sensibilisation des chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, véritablement, le chercheur, il est sollicité. Alors, les chercheurs et enseignants-chercheurs, il a ses missions de recherche, les missions d'enseignement. Il faut le sensibiliser par rapport à la valorisation de la recherche. Il faut lui faire comprendre, par exemple, qu'il peut continuer à publier ses travaux, mais qu'en même temps, il peut valoriser. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible. On peut très bien définir un modus vivendi avec un chercheur en disant une partie de ce qu'il a produit comme connaissance peut se retrouver dans une publication, mais les valeurs sensibles qui peuvent être protégées, qui peuvent avoir de la valeur de transfert, les garder secrètes, en faire un brevet qui peut derrière, voilà, et montrer cette compatibilité, c'est quelque chose d'important, c'est notre travail de quotidien pour pas, entre guillemets, laisser penser aux chercheurs que c'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce qui peut stimuler derrière, effectivement, le fait qu'il sorte de son laboratoire, qu'il se tourne vers nous, vers les SAT, pour dire, voilà, j'ai quelque chose qui me paraît intéressant et j'ai envie de m'investir, effectivement, et d'avoir des moyens complémentaires qui me permettent d'y aller. Donc après, c'est ce travail de détection. C'est-à-dire qu'on va détecter ces pépites, voir si elles sont protégeables, si effectivement elles n'ont pas été fait l'objet de publication, et on va faire ce qu'on appelle la maturation. Alors, pardon de ce terme, c'est un petit peu un jargon chez nous, c'est-à-dire maturer, c'est-à-dire prendre l'invention sous toutes les coutures, c'est-à-dire identifier les marchés d'application dans lesquels elle peut se retrouver. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir le marché du vivant, du non-vivant. La maturation technologique, c'est comment je fais grandir cette invention jusqu'à un stade suffisamment mature pour qu'une entreprise soit intéressée par l'acquérir et puisse après l'industrialiser. Et la maturation, effectivement, propriété intellectuelle, c'est de quelle façon je vais protéger cette invention, cette innovation, pour que l'entreprise ait quelque chose qui lui permette d'investir, j'allais dire de façon avec la conscience un peu tranquille, de se dire mon bien est protégé par un actif fort dont je détiens les droits en exclusivité. Charge à elle de commercialiser, et derrière, l'important également, c'est d'avoir cet impact économique, mais également, et ça c'est quelque chose qui devient, et qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui dans notre fonctionnement, un impact sociétal et environnemental. Impact sociétal, ça peut être au premier chef, création de start-up, création d'emplois. Aujourd'hui, au travers des 790 startups créées par les SAT, c'est plus de 6000 emplois qui ont été créés au niveau national. Donc, c'est un impact sociétal évident. Après, l'impact environnemental est important aussi, de voir de quelle façon, derrière, ça peut contribuer au changement climatique dans le bon sens du terme. Et oui, tu disais que tout à l'heure, en préparant, que cette notion d'impact de RSE, finalement, de SG, c'était aussi une dimension à laquelle les chercheurs étaient de plus en plus sensibles. C'est quelque chose qui est de plus en plus sensible, effectivement, dans les consciences. C'est fortement poussé par l'Europe. Aujourd'hui, quand un chercheur veut, en particulier, répondre à un appel à projet européen pour financer sa recherche, il est demandé, dans les dossiers, effectivement, de remplir un chapitre sur l'impact que cette recherche peut avoir demain sur la société et l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est là déjà. Et qui est aussi, le chercheur est un citoyen comme nous, qui peut être effectivement sensibilisé pour savoir qu'est-ce que ma recherche va apporter à la société demain. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de demande de dire. Au fond du fond, il y a bien sûr derrière, notamment dans le modèle économique des SAT, les revenus perçus par
le transfert de la technologie auprès d'entreprises revient en partie aux chercheurs et aux établissements pour effectivement. Mais le moteur, un des moteurs autres, c'est aussi la valorisation au sens l'impact que la technologie, que son bébé finalement a sur la société demain. Donc c'est quelque chose qui est important et qui l'est de plus en plus, on va dire, dans la conscience. Alors, justement, par rapport au domaine d'intervention dans lequel les SAT se situent, on ne fait pas de la recherche. C'est-à-dire que quand on est dans des... Alors, ce que vous voyez là, pardon, je pourrais le dire, c'est aussi quelque chose un peu spécifique, c'est l'échelle du TRL. C'est quoi l'échelle du TRL? C'est le Technology Readiness Level. C'est une échelle qui va de 1 à 9, qui va de la recherche fondamentale à la commercialisation d'une invention, donc qui devient donc une innovation, et elle est jalonnée de 9 étapes. Entre 1 et 3, au niveau de la recherche. Plus on va vers 3, plus on va vers quelque chose qui est de l'ordre d'un démonstrateur, d'une recherche appliquée, qui donne des résultats répétés, qui sont favorables. Les SAT interviennent à ce niveau-là. Avant, c'est encore trop risqué. Il y a des outils de financement de la recherche qui sont là pour ça. Les SAT se situent au moment où, effectivement, on a un démonstrateur des résultats qui permet de montrer quelque chose qui a de la valeur, mais qu'il faut faire grandir. Donc, on mature la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on embauche, donc je parlais tout à l'heure des ingénieurs de maturation, qui vont être là pour développer la technologie. Ça peut être un médicament, ça peut être un logiciel d'intelligence artificielle, ça peut être un matériau, production de différents matériaux, graphène et autres, pour qu'à un moment donné, on arrive à un stade où c'est suffisamment lisible pour l'entreprise de dire je crois dans ce produit, je crois dans ce prototype, je crois dans cette molécule, et je veux prendre le relais pour aller plus loin. Voilà. Alors, ce qui se passe dans la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans un certain nombre de cas, même si on arrive à un TRL6, on se rend compte que pour un certain nombre d'entreprises, c'est encore trop amont. Elles considèrent que c'est encore trop loin de leur modèle existant. Tout à l'heure, vous parliez de Schumpeter, effectivement, dans lequel, effectivement, les entreprises sont, et c'est normal, les grandes entreprises avec les autres ont un produit phare dans lequel elles ont investi, elles produisent. Difficile pour elles de voir quelque chose de complètement disruptif qui va peut-être bouleverser le marché, de se l'approprier. Et donc, dans ce nombre de cas, ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est un cas sur deux à la SAT Nord, si on ne trouve pas d'entreprises qui, effectivement, sont intéressées par l'acquisition de la technologie, eh bien, on crée une start-up. On crée une start-up deep tech qui va avoir les moyens, sur lesquels on va recruter un patron de la start-up qui va matcher avec les chercheurs, développer quelque chose ensemble et qui va lui-même aller chercher des fonds publics, j'en parlais tout à l'heure, et la France a des moyens publics importants pour permettre de financer les start-up à des stades relativement précoces, qu'on appelle l'amorçage. Et c'est ainsi que la technologie va pouvoir se développer, arriver à se commercialiser. Et dans un certain nombre de cas, ce qui arrive, c'est que la start-up est rachetée par des entreprises, effectivement, de grande taille, des big pharma, etc., parce qu'elle sera arrivée à un niveau suffisamment dérisqué pour que l'entreprise de dire j'en prends le contrôle. Parce qu'à ce stade-là, je considère que je peux aller plus loin, donner des moyens beaucoup plus importants et aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité. Et quand on regarde après, je crois que j'ai un chiffre effectivement sur la partie des entreprises. Vous faites du nurturing de technologie, quoi. C'est ça. On parle. Oui, c'est ça. Mais j'aime bien parce que en fait, c'est vrai que pour le chercheur, c'est son bébé. Donc je prends cette image-là. Bien souvent, et c'est ça aussi qui fait parfois la difficulté, le charme du métier, c'est que le chercheur a sa propre idée de la valorisation de son invention, de son bébé, de quelle façon il va grandir, dans quelle école il va aller. Et après, le travail qu'on crée une start-up et qu'on recrute un CEO, lui, le CEO, il va avoir une idée, le question plus large, entre guillemets, d'implication. Et à la fin, il va peut-être se dire, bah non, finalement, la meilleure façon de valoriser cette technologie, à mon sens, moi, en tant que CEO de la start-up, c'est plutôt de faire ceci, de développer dans tel marché, plutôt que de faire ce que, voilà. Donc, toute la difficulté, c'est à un moment donné, et là, on est là pour faire un peu ce travail-là, c'est de faire en sorte que les chercheurs soient amenés à considérer que le CEO, il y a la confiance établie entre les deux, et le CEO va porter la technologie tout en s'appuyant quand même sur le chercheur. Il y a très souvent, la plupart des cas, les startups deep tech, puisqu'on les parle de startups deep tech, restent en relation avec le laboratoire d'origine, parce que le chercheur va continuer et il va être là soit il est dans l'équipe de la startup, soit il travaille en direction, en collaboration, ou en collaboration directe, et va continuer à enrichir, entre guillemets, et va commencer à continuer ses idées. Là, c'est juste pour donner un petit peu voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on regarde les entreprises vers lesquelles effectivement les SAT ont transféré, globalement on voit c'est une petite moitié, c'est la création de start-up, c'est 45%. Les TPE, PME, donc c'est 45%, les grands groupes 11%. Voilà, donc on voit qu'on se retrouve dans un 50-50 entre entreprises et création de start-up. La bonne nouvelle, c'est que 91% des transferts technologiques issus de la recherche publique sont effectués sur le territoire national. Mais il en reste quand même un certain nombre qui partent quand même relativement à l'étranger. On y viendra tout à l'heure. Il y a une question de Guillaume.
Dans le cas d'une approche market pool, comment une entreprise qui a une idée et lancé des travaux de R&D peut-elle identifier facilement, rapidement l'écosystème de chercheurs et universitaires qui serait le plus à même de collaborer avec elle sur le thème de son projet? Alors, c'est justement, je crois que la question tombe parfaitement parce que c'est une des propositions qu'on fait effectivement par rapport à ce type de besoin très précis de ressourcement technologique et scientifique, c'est ce qu'on appelle le scouting. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est que à un moment donné, l'entreprise, dans sa vision stratégique, puisse définir son besoin par rapport à ce qu'elle voit aujourd'hui, ce qu'elle entrevoit, son climat concurrentiel, de quelle façon elle a envie effectivement de prendre de l'avance, de créer des nouvelles barrières à l'entrée par rapport à sa concurrence. Et c'est ce qui s'appelle le scouting. Le scouting, c'est quoi? En termes français, c'est on va à l'écoute de l'entreprise, ça peut durer une demi-journée, ça peut être une journée. Après, on revient pour être sûr d'avoir bien compris la formulation, on reformule le cas échéant les choses, parce que derrière, il faut transformer les besoins exprimés par l'entreprise en réponses technologiques ou autres. Et donc, en fait, le travail qui est fait dans le scouting, c'est on regarde, on écoute les besoins, on se tourne vers les SAT pour dire est-ce que par rapport à ce besoin, il y a des briques technologiques qui peuvent répondre en totalité ou en partie à ce besoin. Et si on ne les trouve pas, notre connaissance du monde académique, les chercheurs publics qui sont effectivement dans nos territoires, on s'appuie sur l'échelle de projet et sur la connaissance pour dire tel chercheur à tel endroit dans tel laboratoire a probablement une collaboration qui peut se mettre en place avec vous pour vous permettre de développer cette technologie ou cette invention ou cette voilà. Donc c'est ça en fait le travail qu'on fait dans le scouting, c'est chercher des technologies dans les bibliothèques de technologies disponibles à des stades plus ou moins matures. Ça peut être aussi des startups qui ont été créées par l'ESA dont on peut se dire, tiens, cette startup peut être justement une réponse à vos besoins, donc mise en relation directe de la startup et de l'entreprise. Et au-delà de ça, c'est quels sont les chercheurs, les laboratoires qui ont la compétence, l'expertise pour ensemble cheminer. Alors, c'est pas forcément gage de succès. Il y a quand même une part de risque. Si le besoin exprimé par l'entreprise, à un moment donné, va donner lieu à un projet collaboratif, entreprise-laboratoire, ça peut marcher. Comme ça peut, à un moment donné, on peut faire face à ce qu'on appelle des verrous technologiques. Mais ce qui est intéressant dans la relation entreprise-labo, c'est que on va pivoter, on va dire, tiens, on se retrouve avec par rapport à un mur, comment ensemble on regarde-t-on d'une façon de voir les choses un peu différemment. Donc voilà, ça s'appelle le scouting, voilà, pour répondre. Et alors, on l'a mis en place en région Hauts-de-France, on commence dans ce qu'on appelle la chasse en meute. Alors, faut pas penser que les entreprises sont un gibier de potence vers lesquels on va foncer effectivement à plusieurs. L'idée, c'est que on se dit que plutôt que l'entreprise, par rapport au paysage évoqué tout à l'heure, on rencontre toutes les entités existantes, on crée un panel face à l'entreprise. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des responsables de valorisation d'université ou du CNRS. Et on va rentrer l'entreprise à plusieurs, on va l'écouter, et après, dans notre cuisine, entre guillemets, on va se dire, voilà, par rapport à ça, comment on peut y répondre collectivement. Et l'idée, c'est de revenir vers elle avec une réponse collective qui s'appuiera sur les compétences du territoire des Hauts-de-France, qui s'appuiera sur les briques technologiques des autres strates, ou voire même des compétences de recherche d'autres territoires. Et c'est ce qui se met en place là, ce qu'on met en place, c'est une opération nouvelle qu'on met en place dans les Hauts-de-France, dans le cadre du schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Donc c'est typiquement, voilà, et ça répond à ce besoin-là. En fait, plutôt que ça évite à l'entreprise d'avoir une connaissance, est-ce qu'on peut pas lui prêter, ou d'aller effectivement chercher à différentes portes. Donc c'est ça le scouting, véritablement. Donc j'espère que c'est la réponse. Donc je serai ouvert, effectivement, si jamais. Mais de toute façon, on donnera tes coordonnées. On ne doute pas que ton téléphone crépitera à l'issue de ce webinaire. Alors, autre voie également qu'on développe de plus en plus également, c'est ce qu'on appelle la comaturation. Je disais tout à l'heure, l'idée c'est on part d'une invention, on regarde si elle a de l'intérêt, si elle a un intérêt marché. Mais l'idée, c'est plutôt de la développer tout seul. C'est de dire, identifions une entreprise avec laquelle on va faire un bout de chemin, ensemble, ce qu'on appelle le co-développement, la comaturation. On va écouter ses besoins, on va écouter un peu son cahier des charges, de quelle façon elle voit les choses, et on va positionner le cheminement qui va du TRL3 à TRL6, bon, pour faire simple, du démonstrateur au prototype, de manière à ce que derrière cette entreprise ait déjà pu penser l'industrialisation qui suivra et la commercialisation. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça dérisque évidemment l'investissement que fait la SAT dans la maturation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on investit dans un développement d'une technologie, c'est un ticket moyen de 250 000 euros. Ça peut monter à 700, 800, voire 1 million d'euros. Parfois, c'est très, très capitalistique. Et la durée d'un programme de maturation, c'est en général 2 ans, 2 ans et demi, pour situer un peu le truc. Mais l'idée de la comaturation, c'est pendant ces 2 ans et demi,
L'entreprise va être à nos côtés avec un interlocuteur désigné qui va suivre un peu de quelle façon ça évolue. Donc, il y aura un peu d'investissement de RH. Il peut y avoir un peu d'investissement, effectivement, de moyens techniques qui vont permettre à un moment donné de tester, par exemple, la molécule, que sais-je encore, dans l'entreprise. Ça peut être aussi un peu de cash, d'investissement en cash de l'entreprise dans la comaturation. Et l'idée, c'est que derrière, elle bénéficiera d'une option sur licence de la technologie qui lui permettra derrière d'en avoir les droits exclusifs et de pouvoir la transférer. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la comaturation. Et là, il y a une question de Bertrand qui dit, est-ce qu'il y a un lien entre les SAT et BPI? Parce que, oui, très bonne, effectivement. On parle de financement. Ouais. Est-ce que BPI France, c'est très Fabrice, est un de vos sponsors? C'est plus qu'un sponsor, c'est notre opérateur financier. Voilà. Ouais. C'est le BPI France et le bras armé de l'État pour le financement, effectivement, des SAT. Avant, c'était la Caisse des dépôts et c'est devenu le BPI France depuis 2019, si mes souvenirs sont bons. Et donc, BPI fait partie de ce qu'on appelle le comité de gestion des SAT, qui est composé de 3 ministères, ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le cabinet du Premier ministre, SGPI, et vous avez l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et BPI France. Donc, BPI France est véritablement l'opérateur au service de l'État qui nous donne les moyens, effectivement, de pouvoir investir. Et tu vas nous expliquer aussi en quoi tu participes à l'ambition France 2030. Alors justement, on y arrive effectivement derrière. Je voulais juste donner 2 exemples de comaturation pour être concret par rapport à ça. Ces 2 exemples qui viennent des Hauts-de-France. Le premier qui est un projet qui s'appelle Boucle, qui était transféré, qui s'appelle une société qui s'appelle M. Doloris. L'idée, c'est quoi? C'est que un anesthésiste par une intervention chirurgicale, il est un pilote automatique. C'est-à-dire que plutôt, il a quelque chose, un pilote automatique, c'est-à-dire qu'en fait, qui va se baser sur des capteurs, du battement de cœur, du battement cardiaque, c'est-à-dire que même si on est endormi, notre corps, il réagit à l'opération chirurgicale. Et donc, l'idée, c'est que l'anesthésiste puisse ne pas avoir à regarder sans arrêt, c'est un petit peu ces signaux émis par le corps, qui est un pilote automatique qui vient doser le plus finement possible, l'injection d'analgésique dans le corps du patient, en fonction de sa réaction. Et du coup, ça lui permet de prendre la main comme un pilote d'avion au bon moment, etc., etc. Et alors, on a fait ce travail de comaturation avec cette entreprise, M. Doloris, qui est une entreprise, effectivement, de l'agglomération lilloise, et qui nous a dit lors du transfert, il y a un avant et un après. Il y a avant, c'était effectivement ça, et l'après, c'est justement permettre vraiment d'avoir ce confort. Et la bonne nouvelle, c'est que derrière, ça permet d'injecter moitié moins que ce qu'un anesthésiste ferait, et donc tout ce qui concerne les phases des réveils, etc., sont beaucoup plus, entre guillemets, supportés favorablement par le patient, pardonnez-moi. Et du coup, il y a un vrai plus. L'autre exemple que donc, ils ont été satisfaits. Bravo. Voilà. Celle-là, je la reprendrai. Merci. La satisfaction. La satisfaction, effectivement. Alors maintenant, il faut qu'ils finissent d'industrialiser et ça devrait commencer à être utilisé à partir de la fin de l'année prochaine parce qu'il y a toujours ce temps d'industrialisation. Autre l'image de sympathique bovin, le projet Cobiote avec une entreprise des Hauts-de-France également sur lequel on a développé avec un laboratoire qui s'appelle le C2IL, laboratoire lillois avec plusieurs tutelles, l'Institut Pasteur de Lille, le CNRS, l'Université de Lille et l'INSERM, je l'ai cité, je crois. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un marqueur facile à suivre dans le microbiote des bovins, permettant de suivre leur bonne santé. Et de ce point de vue-là, pour tout ce qui est sur la partie performance de lait de semences, de pouvoir éviter de doser des médicaments là quand c'est pas nécessaire et de pouvoir faire vraiment quelque chose de très, très précis. Et ce que nous a confié le directeur général, qui m'a dit, ce qui est intéressant avec comaturation, c'est pas, bien sûr, c'est le côté développement technologique, mais c'est surtout derrière, moi, ça m'a permis de repenser mon modèle économique de demain. Donc, c'est ça où c'est intéressant. On parlait tout à l'heure de Schumpeter, où effectivement, la destruction est créatrice. Là, l'intérêt de la comaturation, c'est que ça se fait ensemble et elle subit pas les choses. Elle anticipe déjà de quelle façon elle va par rapport à son monde concurrentiel anticiper de quelle façon elle va avoir adresser ses clients avec des nouvelles discussions, un nouveau modèle économique. Donc c'est là où effectivement c'est une réponse effectivement. C'est de la maïotique. C'est de la maïotique conjointe. Voilà, vraiment de la maïotique. Alors il y a une question de Frédéric qui demande quel est le profil des collaborateurs des SAT et comment ils développent leur crédibilité et leur réseau dans les entreprises. Alors, en fait, les collaborateurs des SAT, il y a plusieurs types de collaborateurs. Il y a les chefs de projet. Les chefs de projet, c'est des profils ingénieurs, docteurs, qui sont les personnes qui sont au contact quotidien des chercheurs, qui sont d'anciens chercheurs parfois eux-mêmes, et qui du coup sont vraiment dans la connaissance de la façon dont on peut converser et de leurs enjeux et de leurs préoccupations de chercheurs. Une autre catégorie importante, c'est les business développeurs. Et je pense que c'est à ça que fait allusion la question, c'est-à-dire des personnes, un projet, c'est 4 personnes. Chez nous, c'est un chef de projet,
un business développeur, un ingénieur pays qui va travailler sur la façon de protéger l'invention et un juriste qui va travailler sur la partie contractualisation. Mais le business développeur, il joue un rôle super important. C'est lui qui, au moment de l'invention, va détecter, va regarder et va réfléchir soit avec son propre réseau, soit avec des études de marché pour dire vers quel marché on peut s'adresser. Donc c'est ça, c'est un profil de collaborateur. Alors à la fois un fonds technique, un fonds commercial, il va entretenir le lien, il va nouer le lien avec les entreprises dont il pense qu'elles sont dans la chaîne de valeur les plus intéressées. À un moment donné, s'il pense que l'entreprise peut être intéressée par la comaturation, va mettre en place les conditions de la comaturation et qui après va transférer la technologie sous forme d'un contrat de transfert de technologie. Voilà. Donc c'est une catégorie tout à fait complémentaire. Donc c'est eux qui sont effectivement, pour répondre à la question, contact des chercheurs. Et quand il y a l'opération de scouting dont je parlais tout à l'heure, c'est lui qui va être l'interlocuteur numéro 1 de l'entreprise pour l'aider à trouver effectivement ces réponses technologiques ou scientifiques. Très bien, merci. Alors, ça c'est important parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais on sait parfois aussi piquer les idées. Alors, je vais donner un exemple effectivement sur des idées qui sont parties à l'étranger. Donc, c'est un exemple concret. Donc, ça remonte à 2013. Vous voyez, on a 10 ans d'ici, sur lequel on a déjà à ce moment-là la nouvelle vague de l'immunothérapie en oncologie, et on a un projet intéressant qui vient d'une collaboration entre deux laboratoires, un lillois, un parisien, et une société qui s'appelle Cellvax. On investit en maturation à hauteur de 455 000 euros. Donc, c'est quand même un montant assez significatif. Par l'état de 250, on est quasiment au double. On dépose un brevet. On sollicite beaucoup d'entreprises françaises. Je ne citerai pas évidemment les noms, en disant, voilà, des sociétés qui se sont intéressées à la technologie, qui ont après lâché. Donc, on n'a eu finalement aucune entreprise qui était intéressée par la technologie. Donc, ce qu'on a fait, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, création de start-up avec la société effectivement H-Immune, qui s'est créée en 2016. Qui s'est fait racheter 2 ans après par une biotech au capitaux chinois qui s'appelle Ifibio. Et Ifibio, à partir de 2019, a souhaité se rapprocher d'un partenaire extérieur et a concédé une licence de rang 2 auprès d'une biotech, cette fois-ci américaine. Donc, on va d'une technologie, effectivement, issue de laboratoires français. On est passé sous contrôle d'une biotech de capitaux chinois et qui est devenue une biotech américaine. Donc, c'est typiquement l'exemple de quelque chose sur lequel on a essayé mais on peut pas aller contre effectivement la volonté d'entreprise de pas s'investir dedans, de pas reprendre les droits. Et c'est un exemple de ce qui peut arriver encore aujourd'hui. Et Fabrice, comment t'expliques ça? Est-ce que c'est le fait que finalement les investisseurs français sont plus risque adverse que d'autres? Que la culture française, que l'audace entrepreneuriale sur ces sujets-là est moins forte en France qu'ailleurs. Alors je parlais tout à l'heure de cette question de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la start-up qui se développe effectivement en France a les moyens, et BPI de ce point de vue-là a de plus en plus de moyens de l'État pour pouvoir effectivement financer les premières étapes. Par contre, et comme l'a expliqué Nicolas Dufour, il n'y a pas très longtemps, quand il est le patron de BPI France dans un événement tout à fait récent lundi dernier qui s'appelle « Finançons l'innovation et les entreprises innovantes », a dit à un moment donné, il faut bien que le privé prenne le relais. On ne peut pas tout faire. Les institutionnels doivent être présents pour pouvoir effectivement prendre le relais pour mettre les gros tickets, pour permettre à ces startups de grandir et de pouvoir effectivement derrière développer leur technologie. Donc on a effectivement par rapport à ça encore un, comme tu dis, risque adverse effectivement sur lequel on a, au contraire de nations effectivement notamment américaines, anglo-saxonnes, une petite difficulté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même en tant que, on considère qu'il y a à peu près 5 000 milliards d'épargne en France. On se rend compte que 60% de cette épargne est détenue par plutôt des seniors. Et il y a une partie, donc en fait, en tant que français, on est plutôt risque adverse par rapport à l'investissement et notamment l'investissement européen. On est plutôt assurance vie en fonds euros que en fonds entre guillemets, peut-être. Je ne sais pas si le terme spéculatif est bon, mais sur lequel la part de risque est un peu plus importante. Donc on a aujourd'hui effectivement encore ça, mais l'idée c'est d'en être conscient en disant l'État fait beaucoup, dérisque beaucoup, mais l'idée c'est plutôt qu'à un moment donné ces belles pépites qu'on a financées, qu'on a dérisquées jusqu'à certains stades par des moyens étrangères, qu'il y ait un relais qui puisse être pris après l'État, par les fonds institutionnels français, pour effectivement vraiment garantir le fait que ces entreprises puissent se retrouver effectivement et rester au niveau national. Les Américains, pour prendre, ils ont un Bail-Oil Act qui date de 1980,
qui a dit les choses très clairement, et d'ailleurs c'était une mesure inspirée par la mission confiée au Sénat, de dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un Big Oil Act à la française qui fasse en sorte qu'à partir du moment où il y a de l'argent public qui est injecté pour créer des startups ou des entreprises, que ces entreprises restent effectivement au moins un certain temps sur les terres françaises et en fait vraiment faciliter l'implantation et que ce soit au bénéfice de ça. Ça c'est vraiment un des points clés sur lesquels les Américains ont mis des choses en place pour effectivement permettre de concentrer, de garder sur leur territoire ça et d'éviter ces fuites. Donc ça, effectivement, ce genre d'exemple qui existe encore. Alors, parlons un peu on parlait tout à l'heure de quelle façon aujourd'hui, effectivement, financer nos souverainetés. Alors, je parlais tout à l'heure du PIA 1, 2 à 3, 57 milliards d'euros injectés. Bonne nouvelle, ça a permis d'exploser le nombre de startups. On a 20 000 startups French Tech, alors qu'on en était à 1000 en 2013, plus de 11 milliards d'euros levés, 26 licornes créées. 26 licornes, on en a 25 qui sont vraiment dans le domaine numérique. On n'en a qu'une seule vraiment dans le domaine industriel. Je pense que c'est là où, effectivement, maintenant, le souhait, c'est de développer le plus en plus, alors soit transférer effectivement des entreprises qui vont avoir les moyens d'industrialiser, de commercialiser, soit si c'est des startups industrielles, de faire en sorte que ces startups industrielles se grandissent, créent leur première usine, etc., etc., etc. Oui, les fameux enjeux de réindustrialisation qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Et donc, le France 2030, donc, qui est maintenant doté de 54 milliards d'euros, donc on voit que c'est un montant très, très important, c'est justement là pour ça. C'est justement là pour, effectivement, répondre au triptyque réindustrialisation, innovation, décarbonation, qu'on doit placer au cœur de nos enjeux aujourd'hui. Si on réindustrialise en France, ça ne doit pas être au détriment, effectivement, de la production de CO2, mais bien inscrit dans la décarbonation. Et donc, dans le France 2030, donc je vais pas donner tout le détail de 54 milliards, il y a beaucoup de choses, mais il y a des points clés. Il y a financer notre souveraineté sur mieux produire. On parle de développer les énergies renouvelables, décarboner l'industrie, créer les véhicules électriques et hybrides, mieux vivre, une alimentation plus saine, des biomédicaments. Enfin, voilà. Donc, on touche vraiment le domaine de la santé. Et puis, mieux comprendre le monde par ailleurs. Et parmi les 6 leviers qui ont été identifiés pour réussir 2030, il y en a un qui est clé, c'est s'appuyer sur l'excellence de nos écosystèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. On est au cœur du truc. L'enseignement supérieur est au cœur des leviers qui sont là pour réussir France 2030. Donc, tu veux dire qu'on a eu le nez creux de faire ce webinaire aujourd'hui? Ah ben c'était le bon moment. C'était le moment ou jamais. Voilà. Et donc dans France 2030, il y a un plan Deep Tech, et j'en dirai quelques mots parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes. Le temps passe très très vite. Qui se traduit par des mesures très concrètes. La création de pôles universitaires d'innovation et l'accompagnement à la valorisation et de la recherche de stratégies nationales d'accélération. Alors, je vais aller assez vite pour décrire les deux, mais il y a des choses qui sont très intéressantes et structurantes. Pôle universitaire d'innovation, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'au niveau de l'université, avec ces acteurs directement associés, donc par exemple à Lille, le CNRS, l'INSERM, l'Institut le CHU de Lille, le Central Lille, etc., un incubateur Allègre qui s'appellera Santé, la SAT, on co-construise ensemble une stratégie visant à faire en sorte que les entreprises qui sont intéressées par ce qui se passe au niveau de l'université, et en face d'eux, une réponse cohérente, agrégée, sans créer une nouvelle structure. En face d'elle, un business développeur, qui sera au niveau du PUI, par exemple, qui va lui dire, par rapport à votre besoin, je pense que tel laboratoire, dans le périmètre qui est là, à tel endroit, va peut-être une réponse à votre besoin dans le cadre d'une prestation. Après tel autre, on va lui dire, tiens, peut-être qu'il sera intéressant de mettre en place une comaturation ou une thèse chiffre, c'est-à-dire une thèse, effectivement, avec une entreprise. L'idée, c'est de faciliter, de fluidifier le lien entre l'entreprise et l'université de façon locale. Et l'ambition des PUI, c'est de créer très très localement cette boucle courte entre les universités et leur périmètre, les ONR dont je parlais tout à l'heure, organisations de recherche, et également les entreprises du territoire. Deuxième objectif, c'est créer plus de startups et bien les accompagner. Donc, on veut, dans le France 2030, l'objectif, c'est 500 startups Deep Tech par an. On en est à 350 aujourd'hui par an. L'objectif, c'est d'arriver à 500. Les pays devraient y contribuer. Aujourd'hui, un tiers d'entre elles sont des startups industrielles. Et donner envie aux chercheurs de continuer à valoriser, ça, c'est important aussi, de soigner effectivement ce travail-là. Ça, c'est une mesure de France 2030 qui est à l'œuvre. Ça y est, il y a 27 PUI en France. Sur le périmètre de la SAT Nord, il y a Lille et Reims. Et après, bien sûr, l'idée, c'est que les autres universités qui ne sont pas dans des PUI, qu'elles puissent profiter de l'expérience des PUI pour effectivement déployer également certaines de ces actions. Et puis les SNA, qui sont également, alors ça, les SNA ont été définis par l'État, c'est 19 stratégies nationales d'accélération dans lesquelles l'État a dit, on va financer de l'amont à l'aval, de la recherche à la démonstration industrielle, des technologies qui répondent à ces enjeux. Ville durable et bâtiments innovants, industrie culture. Alors, vous voyez que l'alimentation durable est favorable à la santé. Donc, l'idée, c'est de financer une sorte de continuum de financement de l'amont à l'aval.
Donc, les PEPR, c'est de la recherche, l'accompagnement à la prématuration et la maturation, c'est donner des moyens supplémentaires, notamment au SAT, pour pouvoir développer des technologies et assurer derrière le transfert, donc du bébé à nouveau, vers la démonstration industrielle pour que les entreprises derrière puissent industrialiser la technologie. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui est intéressant parce que plutôt qu'une logique de saupoudrage, on a une logique de fléchage spécifique dans des filières en se disant c'est grâce à dans ces filières-là qu'on veut nos champions de demain. Donc vraiment, ça c'est quelque chose également. Alors, le prématuration-maturation, c'est à l'œuvre, c'est en cours de déploiement. Alors, je ne sais pas s'il faut dire en termes de conclusion, mais difficile de dire. Voilà, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont à l'œuvre. Il y a des choses qui sont en train de se développer. BPI également, les moyens de la recherche, l'État qui met beaucoup de moyens là-dedans. Il faut continuer de donner envie aux chercheurs d'innover, d'être des entrepreneurs. Il faut faciliter effectivement leur travail, leur investissement possible dans la recherche valorisée, qui soit dans la entre guillemets dans l'équipe de la start-up ou qui travaille avec la start-up ou qui travaille avec l'entreprise. Il faut faire tomber les tabous en disant de la part des entreprises pour pas qu'elles voient dans la recherche publique des gens qui sont pas incapables, je caricature à l'extrême le propos, incapables de effectivement répondre à leurs besoins. Il faut vraiment permettre d'implanter en France des startups industrielles financées par des fonds publics et relayées par des fonds privés derrière. Favoriser la commande publique, ça aussi c'est quelque chose d'important qui peut favoriser la commande publique auprès de startups. Aussi, c'est comme ça que SpaceX aux États-Unis s'est développé, c'est parce qu'il y a il y a eu un appel lancé par l'État américain dans lequel ils se sont tournés à la fois par des grands groupes et la NASA en particulier et d'autres en donnant la possibilité de répondre. La commande publique est une réponse également pour faire grandir également les startups. Alors, le rôle des SAT, effectivement, est à pérenniser dans l'avenir parce que nous sommes les premiers dérisqueurs de l'innovation de rupture à des stades relativement amont et continuons à stimuler ce continuum de financement, du financement public au financement privé pour faire effectivement nos champions de demain. Voilà de façon non exhaustive, quelques ingrédients. Écoute, la rigueur du scientifique a frappé. Il est 9h30, pile 1 heure. Bravo. Merci beaucoup à toi, Fabrice, de nous avoir parlé avec enthousiasme de la recherche et de l'innovation en France. Navré pour les participants, il y a beaucoup de questions auxquelles qu'on n'a pas pu adresser, mais vous pourrez les adresser directement à Fabrice, qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et de nous d'y avoir montré de l'intérêt. Encore une fois, n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux. Merci aussi à l'équipe Valtus technique en charge de l'organisation de cet événement et à bientôt pour un prochain webinaire Valtus. Au revoir. Merci.